Yvan Godbout a publié il y a 2 ou 3 ans une sorte de version pour adultes de Hansel et Gretel, et il a été accusé pour une scène particulière de pédophilie. Alors lui et son éditeur ont été poursuivis. Plusieurs mois, voire années plus tard, exonérés, mais c'est presque une copie conforme de la mort de Lily Chatterley. C'est-à-dire qu'en bout de compte, c'est comme si on avait oublié qu'une œuvre d'art, c'est une œuvre d'art, qu'une œuvre littéraire, c'est une œuvre littéraire, et qu'on ne peut pas, à partir d'un simple passage, présumer d'une intention X de l'auteur. Alors, il a été absous, si on peut dire, mais les effets sur lui et son éditeur ont été, je pense qu'on peut dire, ravageurs. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment, c'est de voir comment, souvent par une simple dénonciation, parce que c'était le cas d'une personne, s'engendre tout un mécanisme de censure. Plusieurs notent aujourd'hui un retour de la censure. Quelles en seraient les nouvelles formes? Et puis, nous-mêmes n'avons pas péché en prononçant le nom de l'ouvrage Nègre blanc d'Amérique tout à l'heure. Quelles seraient les nouvelles formes de la censure que l'on appelle parfois la censure militante? Oui. J'aime bien l'appeler militante, même si le mot peut sembler équivoque. Parce que dans un certain sens, le clergé était militant aussi. Alors, qu'est-ce qui distingue cette censure militante? Ce que je dirais qui la distingue de l'autre censure, en quelque sorte, c'est que c'est une censure beaucoup plus privatisée. C'est-à-dire qui émane de groupes précis qui veulent défendre des intérêts qui soient liés au racisme, au colonialisme, etc. Et cette censure militante va faire en sorte que ces groupuscules vont s'attaquer à la littérature à partir de leur point de vue propre. Donc, c'est une forme de militantisme. C'est très différent, bien évidemment, de la censure catholique qui, elle, procédait à partir d'un dogme et dont les règles, somme toute, étaient assez claires. Mais dans le cas présent, ce sont différentes règles d'application d'une certaine morale d'un groupe ou l'autre sur la littérature qui font en sorte qu'on se retrouve avec une multitude de formes de censure. Cette censure est extrêmement difficile à saisir aujourd'hui. Elle est très complexe, presque indéfinissable. Elle est souvent dans des objets précis, des thèmes, mais un peu aussi dans l'air du temps, dans le politiquement correct, on le sait bien. Bref, cette censure aujourd'hui est très difficile à saisir, mais néanmoins présente. On sait, par exemple, qu'à partir de Nègre blanc d'Amérique et à partir de certaines images, des représentations dont je suis tout à fait d'accord qu'elles sont fausses, voire parfois inacceptables, des Autochtones ou des Premières Nations, il y a des ouvrages d'histoire dont les pages ont été arrachées dans différentes commissions scolaires. La chose est avérée. On sait aussi qu'on est retourné à l'autodafé dans une commission scolaire en Ontario, commission scolaire francophone, où on a brûlé ces mauvais livres. Toute la question par rapport à cette censure, c'est de savoir s'il faut juger ces ouvrages-là à l'aune de notre présent ou s'il faut les contextualiser ou s'il faut les placer dans une histoire. Par exemple, et ce sera peut-être le dernier exemple que je donne là-dessus, il y a eu une esclandre autour d'un ouvrage de Joseph-Charles Taché, Forestier voyageur, dans une salle de classe où il y a l'expression dans Forestier voyageur « travailler comme un nègre ». Alors, l'enseignante s'est vue fustigée. C'était à l'époque où les cours étaient en ligne. Alors, chacun a fini par fermer sa caméra et disparu, puis elle a été même accusée de racisme. Or, Taché en 1863, dans Forestier voyageur, utilise ce terme-là dans un contexte tout à fait particulier. Et c'est pas l'enseignante qui tient ce discours-là. C'est la citation. C'est la citation, c'est un autre discours qui est très facile à contextualiser et qui nous enseigne même, si on le contextualise, sur les valeurs de l'époque, même si ce n'est pas les nôtres. Mais à les oblitérer de cette manière-là, on pratique une censure a posteriori qui est, à mon avis, extrêmement dangereuse et qui détruit le sens historique au profit de ce qu'on pourrait appeler le présentisme, c'est-à-dire de tout analyser à l'aune du présent. Aussi bien à ce compte-là, fermer le centre de recherche qui est à Rimouski, le centre Taché,
en raison de forestiers voyageurs. Alors, ce sont toutes ces formes, ces visages de la censure que je qualifierais de censure militante, mais par rapport à laquelle, ce qui est le moins présent dans la réflexion, c'est le statut de la littérature là-dedans. Chacun est prêt à défendre telle cause, mais peu semblent prêts à défendre la littérature, c'est-à-dire l'autonomie que la littérature a pris des siècles à conquérir. Légalement, ce que l'être humain a pris plus que des siècles à conquérir, qui s'appelle la compétence fictionnelle. Cette compétence fictionnelle, c'est une des véritables conquêtes de l'être humain, à partir des premières représentations dans une grotte jusqu'au roman d'aujourd'hui. Alors, cette compétence fictionnelle, il faut la comprendre, il faut la respecter avant de sévir à gauche et à droite à partir d'éléments qui se passent dans notre présent et d'attaquer l'essence même, finalement, de la littérature. Eh bien, merci Pierre pour ce voyage dans les méandres et les méfaits de la censure littéraire, mais aussi dans les stratégies développées par les auteurs pour la contourner, cette censure, et parfois la défier avec insolence, au nom de la liberté d'expression et au risque parfois de leur propre liberté. De rien.